Dimanche 28 janvier 2024, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le AES, annoncent dans un communiqué conjoint leur décision de se retirer de la CEDEAO avec effet immédiat. Quelles peuvent être les implications d'une telle décision? Faut-il y voir une tentative de bluff ou une démarche résolue? Autre destination, le Sénégal, où le report de la présidentielle validé ce lundi par le Parlement laisse présager de lendemain incertain pour l'une des démocraties les plus solides d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, certainement, un mot sur ces prophéties en vogue sur le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le menu de ce numéro de la météo politique. Et j'ai le plaisir de recevoir comme consultant Laurent Monti, géopolitologue. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tous les téléspectateurs de 2AF TV et bonjour à mon très cher ami. Et donc juste en face de Laurent Monti, Nando Dapa, président de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour Laurent Monti, bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue. Merci à vous. Alors je commence justement avec vous dans le même temps. 3 États d'Afrique de l'Ouest, 3 États sahéliens, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous dirigés par des juntes militaires, annoncent finalement le retrait de la CEDEAO, avec qui elles sont à couteau tiré depuis donc la survenue des putschs dans leurs pays respectifs. Ils se retirent de cet ensemble régional avec effet immédiat. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Dit qu'il fallait s'y attendre, je dirais oui et non. Oui, parce que depuis quand même un certain temps, ces pays n'étaient pas en odeur de sainteté avec la CEDEAO. Pour la simple raison que ces 3 pays sont dirigés par des juntes. Et les principes de la CEDEAO, c'est que d'abord, la CEDEAO est contre le coup de force. La CEDEAO est contre l'occupation d'un pouvoir par un militaire. Et au regard donc de tout cela, il va sans dire que c'est une décision qui ne surprend guère. Cependant, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que c'est une décision qui a été suffisamment mûrie. Quand on sait que ces 3 États font partie des États les plus pauvres du monde. Justement, on va en venir tout à l'heure aux répercussions économiques de cette décision. Mais il y a un détail à remarquer, c'est que le Mali doit aller très bientôt donc à des élections censées mettre fin à la transition militaire ouverte en mai 2021, après le coup d'État d'Assimi Goïta et de ses pairs. Alors finalement, dans un tel contexte, on peut avoir l'impression qu'il y a une volonté peut-être d'échapper à la pression de la CEDEAO. Oui, c'est possible, mais dans tous les cas, il faut dire que est-ce que véritablement le Mali veut sortir de cette situation militaire? Est-ce que le président actuel du Mali, qui est militaire, veut véritablement aller aux élections? Parce que ces 3 États ont en commun leur treillis. Ils ont en commun la prise du pouvoir par les armes. Et la CEDEAO condamne cela. Et donc, en se retirant de la CEDEAO, ils n'ont plus, j'allais dire, l'institution sous-régionale qui pèse sur leur volonté. Ils n'ont plus à dos. Ils n'ont plus à dos, bien entendu. Donc, je pense que c'est une volonté manifeste de ne pas respecter le délai constitutionnel d'aller aux élections. Alors, Laurent Monti, il y a une question naturellement qui se pose et qui est quand même relevée par bon nombre d'observateurs. Des juntes militaires qui sont supposées assurer des périodes de transition bien définies, sont-elles légitimes pour prendre de telles décisions aussi importantes pour l'avenir de leur nation? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même relever que depuis un certain nombre d'années, la CEDEAO traverse une crise interne qui n'est pas forcément consécutive au coup d'État qu'il y a eu. On sait qu'il y a eu beaucoup de moments où la CEDEAO aurait pu prendre des positions claires, notamment sur les questions de modification constitutionnelle, où on ne l'a pas entendu. La CEDEAO est, on va dire, je ne veux pas dire discrédité, mais aux yeux des populations, on a l'impression que c'est une CEDEAO des chefs d'État et des dirigeants, mais pas une CEDEAO des peuples. Ça, c'est le premier point. Par rapport pour répondre à votre question, moi, j'aurais donné plus de sens à cette décision si elle était soutenue par un référendum,
notamment, comme on l'a vu avec le Brexit, ça a été appuyé par un référendum, donc avec cette onction populaire. Bon, ce sont des personnes aujourd'hui qui dirigent de fait ces États-là et qui ont pris le pouvoir par rapport à un certain contexte, notamment sécuritaire. Et on voit quand même que dans tout coup d'État, quand il y a le soutien du peuple derrière, comme on l'a vu par exemple au Gabon, ça donne de la force à ces dirigeants-là pour prendre des décisions au nom du peuple. Moi, j'aurais préféré que ça se fasse sous la houlette d'un référendum, mais aujourd'hui, de fait, ce sont eux qui dirigent. Alors qu'on soit pour, qu'on soit contre, les décisions sont prises et manifestement, les populations y adhèrent. Mais on va dire, pour reprendre les propos de Nando Dapak, qu'effectivement, ça se sentait. On sentait qu'une décision pareille allait être prise. Moi, je fusille juste le fait que ça se fasse en pleine fête du football africain, de la cohésion entre les peuples africains et qu'on prenne une telle décision alors que leurs pays sont engagés. De la présidentielle au Mali. Exactement, exactement. Donc moi je pense que le timing n'a peut-être pas été bon. Ils auraient dû, pour donner plus de force à leur décision, la faire adopter par référendum. Alors justement, ces trois États, vous le releviez tout à l'heure, qui sont enclavés, qui n'ont pas de débouchés maritimes, mais qui figurent parmi les plus pauvres de la planète. Quelles peuvent être les répercussions économiques d'une telle décision justement sur la santé économique donc, de ces pays déjà fragilisés par les sanctions? Bon, mais je dirais qu'il faut s'attendre à une catastrophe économique. C'est l'hécatombe. Parce que je voudrais même revenir sur... Ce n'est pas la première fois qu'un État quitte la CEDEAO. La CEDEAO, tantôt c'est 16 États, tantôt c'est 15 États, d'autres s'en vont. Voilà le cas de la Mauritanie. C'est fait le cas de la Mauritanie. Hein. D'accord. Voilà. Le Maroc a trouvé bon de revenir. Le Maroc actuellement revient à la CEDEAO pendant que d'autres sortent. Ça fait partie du jeu. Mais ce qui est marrant et ce qu'il faut craindre, comme il faut le dire, heureusement d'ailleurs, heureusement ou malheureusement pour eux, cette décision tombe au moment où le continent vit, j'allais dire, une fête footballistique, au point que cette décision n'a pas fait grand effet. Cette décision n'a pas fait grand effet. Alors, en même temps, il faut dire que ce sont des pays qui, j'avoue, on aurait été à leur place, ne devaient pas prendre une telle décision. D'abord parce que les États voisins à ces pays sont les États avec lesquels ils font commerce. Ils font commerce sous la bannière de la CEDEAO, qui stipule le libre-échange des personnes, le libre-échange des personnes et des biens. Alors, dès lors où vous quittez la CEDEAO, du coup, vous ne bénéficiez plus de ces prérogatives. Et puis, si la CEDEAO prend la décision de ne plus faire commerce avec vous, comment vous allez nourrir vos populations? Alors clairement que selon vous, cela peut avoir un impact assez dur à supporter pour leurs économies. Ce sera la catastrophe, cher frère. Ce sera la catastrophe. Parce que le Mali, le Burkina, le Niger sont des pays enclavés. Ils n'ont pas de façade maritime. Alors que tout ce qu'on leur apporte transite par la mer via les pays limitrophes tels que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria. Mais si du coup, vous rompez les amarres avec ces pays, comment vous allez nourrir vos populations? C'est vrai, vous cultivez la terre, mais tout ne sort pas de la terre. Il y a l'industrie. Mais l'industrie, les matières premières, le matériel qui constitue l'industrie de production, les firmes, ça vient d'où? Ça vient de l'Occident. Ça vient des Amériques, en transitant par les pays qui ont des façades maritimes. Mais si vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec ces pays-là, vous n'avez plus d'accord commercial avec ces pays, mais du coup, vous êtes isolé et vous allez vous affamer vous-même. Donc, je pense que c'est une décision qui n'a pas sa raison d'être. Mais je crois que c'est un ballon d'essai. Moi, je considère que c'est un ballon d'essai. J'attends véritablement que cela se concrétise pour que je croie. Même s'il faut dire que ce jeudi 8 février,
Le Mali et le Burkina Faso ont encore réaffirmé par écrit à l'organisation donc leur volonté de sortir avec effet immédiat et sans délai de la CEDEAO. Alors, Mouti Chaka, vous aviez envie de réagir justement à cette question, mais il y a aussi le volet monétaire. Jusqu'à présent, on est dans le processus de création de la monnaie communautaire qu'on appelle l'ECO. Est-ce que la sortie de ces trois pays ne risque pas clairement de fragiliser ce processus, donc du coup de porter atteinte au projet de création de l'ECO? Mais l'ECO déjà fragilisé, hein. L'ECO n'avait pas besoin de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger pour être fragilisé, dans la mesure où le Nigeria n'adhère pas forcément à l'ECO dans sa forme actuelle, qui est à leurs yeux et aux yeux par exemple du Ghana et de beaucoup d'autres pays qui ont leur propre monnaie, c'est une forme de franc CFA. Mais les négociations sont en cours. Les négociations sont en cours, mais le point de blocage, c'est qu'effectivement, ils ont l'impression qu'on va leur imposer le franc CFA avec derrière la mainmise de la France. Et j'en reviens d'ailleurs à la France, le véritable problème pour ces pays-là aujourd'hui qui sont sortis de la CEDEAO, et ils l'ont dit, c'est le fait qu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, que la CEDEAO est manipulée par la France dans les décisions qu'elle prend. Premièrement, et ça c'est véritablement le nœud du problème. Je vous cite par exemple le porte-parole du gouvernement nigérien qui a justifié la sortie de la CEDEAO en disant que l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Et en plus, l'organisation a pris des sanctions illégales, illégitimes, irresponsables et inhumaines qui aujourd'hui effectivement font beaucoup de mal à ces populations-là. Il y a aussi le rôle de la BCEAO. Les fonds, par exemple, du Niger sont gelés, littéralement. Est-ce que c'est le rôle de la BCEAO? Quel est le rôle du politique, etc. Donc, toutes ces questions-là ont fait monter la mayonnaise et qu'aujourd'hui, ces pays-là prennent cette décision-là. Moi, je ne pense pas que ça soit un épiphénomène. Hein. C'est quelque chose de bien. Ils ont des diplomates aguerris. On pense par exemple au ministre des Affaires étrangères malien qui est vraiment excellent sur les plateaux internationaux. Mais moi, je pense que c'est une décision qui a été concertée et il faut aussi pouvoir l'observer sur le plan de la géopolitique. On a bien entendu, et ça tout le monde le sait, l'implication de la Russie derrière. La Russie face à l'OTAN qui tient aujourd'hui, qui tient économiquement, qui tient militairement et qui apporte un soutien vraiment apprécié en tous les cas de ces États-là. Donc moi je pense que vraiment c'est quelque chose de nourri, de réfléchi et peut-être déjà qui se projette sur le long terme. Pour parler des États sur le plan économique, quand on dit que ce sont des États pauvres, moi je nuance un peu ce propos-là. On a découvert par exemple du pétrole au Niger. Il y a du pétrole au Niger en grande quantité. Le Niger produit de l'uranium. Le Mali, le Burkina, ce sont des pays qui ont des ressources et qui essayent aujourd'hui, à la faveur de ces dirigeants-là, de se réorganiser, d'aller vers de nouveaux partenaires qui seraient pour eux beaucoup plus fiables. Quand on parle de façade maritime, moi j'ai vu effectivement que l'Algérie a pris de la distance avec le Mali et le Mali s'est rapproché du Maroc. Le Maroc a une façade maritime et c'est une aubaine aussi pour le Maroc de pouvoir faire entrer, si on ne passe plus par Abidjan, par Lomé, ils pourront faire entrer leurs marchandises par le Maroc et c'est aussi une question financière. Qui est perdant? Le Mali est perdant, ces États-là sont perdants, mais la Côte d'Ivoire aussi va perdre puisqu'il y a des droits de douane, etc. Donc moi je pense que, et il faut aussi le rappeler, quand on parle d'effet immédiat, la sortie ne pourra pas se faire avec un effet immédiat puisque les textes de la CEDEAO, l'article 91, prévoit un délai d'1 an pendant lequel il y a des négociations et s'ils veulent vraiment ils veulent partir, on négocie point par point, comme l'a dit tout à l'heure, la libre circulation des personnes et des biens. Le Brexit, pendant le Brexit, il y a tous ces points-là qui ont été négociés. Donc moi je pense sincèrement qu'ils sont sérieux dans leurs décisions. Après ça peut être aussi un point de négociation pour ramener la CEDEAO à revoir ses sanctions, etc. Donc tout ça est, à mon avis, bien réfléchi. Mais maintenant, c'est le rôle des diplomates de voir la suite. Cap maintenant sur le second sujet donc, de notre plateau. On part au Sénégal. Au Sénégal, où le président Macky Sall donc annonçait tout récemment, donc le 3 février dernier, sa décision de faire reporter donc, le scrutin présidentiel du 25 février à une date ultérieure. La date qui a été finalement validée par le Parlement donc, ce lundi, c'est celle du 15 décembre 2024. Une décision qui naturellement ne plaît pas à l'opposition sénégalaise. On va donc, je vais vous demander, Nando Dapa, justement, de vous prononcer sur les motifs invoqués par le camp présidentiel pour justifier cette décision. On reporte l'élection parce qu'on estime que le Parlement a introduit donc une commission d'enquête sur des juges de la Cour constitutionnelle, dont la probité fait débat, sur le cas Karim Wade, justement, qui est exclu donc, de la course à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que les arguments évoqués par le chef de l'État sénégalais
sont suffisants pour lui permettre justement de prendre sur lui, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, de décaler la date de la présidentielle? Alors, je suis sur votre chute pour dire que pour la première fois de l'histoire de ce pays, oui, pour la première fois de l'histoire de ce pays qu'on considère comme un exemple de démocratie en Afrique, c'est le pays qui sert, j'allais dire, de miroir dans lequel tous les pays se regardent pour pouvoir tracer, j'allais dire, leur sillon démocratique. Malheureusement, ce qui se présente actuellement n'augure pas de lendemain meilleur pour la démocratie dans ce pays. Macky Sall, je crois avait parlé d'un dysfonctionnement grave institutionnel. Et c'est pour cela qu'il a amené le Parlement à prendre une telle décision. Mais je crois que c'était pas, à mon avis, ce n'était pas la bonne décision. Ce n'était pas la bonne décision. Tout à l'heure, Laurent Monti parlait de forum, voilà, pour organiser ce genre de choses. De référendum. De référendum. Je pense que ça aurait été la meilleure solution. Que bon, on sait que comment se font les parlements dans nos États, aller voir les parlementaires, dire écoutez, votez pour qu'on reporte les élections, sachant que toi-même, ça te permet de proroger ton mandat jusqu'à 6 mois encore de plus. Je crois que ça n'augure pas de lendemain meilleur. Et puis, voyez-vous, toute la communauté internationale n'a pas adhéré à cette décision. Mais la CEDEAO demande le respect des textes constitutionnels. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine. Voyez-vous, je pense qu'il n'aurait pas fallu prendre cette décision. Alors justement, relativement au vote de cette loi, de cette décision par le Parlement sénégalais, on a vu, tout le monde a été un peu choqué, après ça dépend, lors de la session extraordinaire de ce lundi, qui a duré jusque tard dans la nuit. Comment est-ce que les députés membres de l'opposition ont été évacués manu militari de l'Assemblée nationale pour laisser donc place à ceux qui étaient de la mouvance présidentielle pour voter donc en faveur de cette loi à l'unanimité, pratiquement à part une seule voix contre. Ces images, qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré, Laurent Monti? Déjà, Nando Dapa disait que tous les pays se sont prononcés. Moi, je n'ai pas trop entendu la France, qui se garde bien de se prononcer. La France s'est exprimée. La France a demandé, a donc appelé à la retenue de la part des différents acteurs. Donc, elle a peut-être murmuré. Mais en tous les cas, moi, Non, elle a fait de façon officielle, je ne sais pas si vous l'avez su, mais c'était de façon tout comme la CEDEAO. C'est une image du Sénégal qui n'est vraiment pas reluisante parce qu'effectivement, Nando Dapa le disait tout à l'heure, le Sénégal a été vraiment une vitrine pour la démocratie en Afrique. Et depuis l'accession de Macky Sall, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de frictions. Et je me souviens d'ailleurs d'une vidéo qui circulait dernièrement où Macky Sall lui-même, quand Wade était président, il disait qu'il n'accepterait jamais le report d'une élection pour quelque raison que ce soit. Alors aujourd'hui qu'il est président, c'est lui qui prend cet acte inédit dans la démocratie sénégalaise. Et moi, je pense que les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision ne pèsent pas suffisamment. Pour moi. Parce que si les juges constitutionnels, la Cour constitutionnelle au Sénégal, c'est l'instance suprême. Et ces décisions sont censées ne pas être contestées. Une fois qu'elles ont été prises, elles sont prises. Là, on voit que tout ce qui permet justement à la démocratie de fonctionner, d'avoir des institutions vraiment crédibles et fiables, et que les décisions de ces institutions-là soient acceptées par les citoyens, si les députés, pour une raison de soupçon de corruption, décident de faire reporter l'élection et que le président entérine ça, moi, ça me pose quand même un problème pour la démocratie sénégalaise. Et effectivement, on craint des violences et surtout que l'élection n'est pas reportée pour 2-3 mois. Et on parle quand même du 15 décembre. Or, le mandat du président est censé se terminer, je crois, le 2 avril. Entre-temps, qu'est-ce qui va être fait? Et je rajoute d'ailleurs, là c'est vraiment des questions de droit, a priori la décision de report du Parlement doit être aussi validée par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc vraiment, cette décision-là a créé plus de problèmes qu'elle en a résolu. C'est clair que là, on a ouvert une période de transition qui va durer au moins jusqu'en fin d'année. Sachant aussi que même si le scrutin devait effectivement se tenir le 15 décembre, Macky Sall ne quitterait le palais qu'en février 2025. Donc au moins une prolongation d'1 mois de son bail au palais présidentiel de Dakar. On va terminer donc sur le sujet. En quelques secondes chacun, est-ce que vous craignez d'éventuels débordements ou un dérapage éventuel
jusqu'au 15 décembre, jusqu'à la fin de l'année, en 30 secondes, Nando Dapa et Laurent Monti. Oui, mais ce genre de décisions ne sont pas sans conséquences. Déjà, depuis quelque temps, le Sénégal traverse une crise larvée, une crise constitutionnelle et institutionnelle. Aujourd'hui, avec cette décision encore qui vient de jeter le pavé dans la mare, il faut craindre des débordements. Ça, c'est certain. Il faut craindre des débordements. Et je crois qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour vraiment éviter qu'on en arrive à des crises difficilement contrôlables. Et je crois que c'est pour cela que je voulais lancer un appel à la communauté internationale de s'impliquer dans la résolution véritable de cette crise-là. Un schéma à la malienne peut-être, avec l'irruption de l'armée pour mettre fin à la crise politique? Bon, l'armée sénégalaise quand même est assez républicaine. Bon, c'est vrai que si ça arrive, ce serait inédit, mais en même temps, tout ce qu'on voit est inédit. Moi, je pense, en 10 secondes, si vous permettez, que la décision de Macky Sall est appuyée par le fait qu'il sent venir la débâcle de son candidat, tout simplement, qui est contesté, même en interne. Et quand on parle de troubles, tous les opposants, tous les candidats sont opposés à ce report-là. Et donc forcément, d'ailleurs, même certains ont décidé de faire campagne dès maintenant. Donc on sait que la rue sénégalaise est très très bouillonnante et le fait en plus que Sonko ne soit pas retenu, je pense vraiment qu'il y aura des débordements, même si on coupe Internet, etc. Donc voilà, c'est malheureux d'avoir pris cette décision. On marque une pause pour la publicité et on revient. Propriétaire de maisons à Abidjan et à l'intérieur du pays, faites comme Monsieur Kwame, souscrivez dès maintenant au prépaiement de loyer de Celped Finance pour recevoir le montant attendu au titre de vos loyers avant la fin du mois. À Celped Finance SA, nous prépayons votre loyer. Propriétaire, venez dès maintenant souscrire car cette offre est limitée. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'agence Celped la plus proche ou contactez-nous au 27 22 41 55 85 ou sur www.celpedfinance.com. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec tous vos proches. Grande opportunité à Angré 12e tranche. Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire de terrain à Cocody, Angré 12e tranche. Le cabinet Gauchen Immobilier vend des lots de 500 mètres carrés à partir de 8 500 000 francs CFA. Notez bien, terrain livré avec arrêté d'approbation. Site borné, zone habitée et électrifiée. Contact WhatsApp 05 02 56 15 85 07 99 10 62 89 07 07 31 77 50. Retour sur ce plateau donc pour aborder notre tout dernier sujet. On va sortir donc des sentiers battus pour parler de sport, de la CAN 2023 avec la qualification des éléphants pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Qualification inédite, inattendue, miraculeuse. Enfin, on peut employer tous les adjectifs qu'on veut. Toujours est-il que les éléphants de Côte d'Ivoire sous la houlette du coach Faye Mers sont en finale aujourd'hui. Ils vont donc affronter le Nigeria ce dimanche 11 février. Un phénomène que l'on remarque qui est assez singulier dans cette Coupe d'Afrique, ce sont les prédictions. Les prédictions mystiques qui sortent, tantôt émanant des prophètes, tantôt de fétichistes ou de tout ce qu'on veut. Nando Dapa, qu'est-ce que cela vous inspire? Oh mais écoute, à dire vraiment, ce que cela m'inspire, c'est que pour moi, ce n'est pas nouveau. Il fallait s'y attendre plus ou moins parce que ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'il y a une compétition de cette envergure, ça attise les tensions, ça aiguise les appétits. Non mais là en Côte d'Ivoire, c'est un retentissement assez Oui, cette année, c'est particulier dans la mesure où ça se passe ici chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'on a pu voir ça avec autant d'envergure. Mais vous savez, quand la compétition se déroule, tout le monde veut tirer profit. Nous voyons les prophètes qui profitent, au lieu de faire des prophéties, font des profits. Et le politique aussi s'investit pour tirer les dividendes de cette canne. Les religions, c'est pareil. Les commerçants, c'est pareil. Les commerçants ont rempli leur magasin de maillots. Et quand la Côte d'Ivoire a perdu 4 buts à 0,
Mais on a vu les gens sortir de tout pour dire que, mais attends, et ces emplettes que j'ai fait, qui va les acheter? Mais lorsque la Côte d'Ivoire a repris du poil de la bête, eh bien, tout le monde est devenu, voilà, tout le monde est content. Donc, c'est l'investissement. On investit en tout en récoltant des dividendes. Le prophète, il investit. Si sa prophétie marche, eh bien, c'est son église qui prend du volume. Tout comme le féticheur. Nous avons vu lorsque la Côte d'Ivoire a perdu, on a appris qu'une vieille femme est sortie pour dire que oui, parce qu'à l'époque, lorsque la Côte d'Ivoire avait pris la CAN en 92, elle a contribué et elle n'a pas été rétribuée. Et c'est pour cela qu'elle s'est vengée. Maintenant, lorsque la Côte d'Ivoire a commencé à battre les équipes adverses, on a vu des gens sortir pour dire oui, on avait prédit que la Côte d'Ivoire va gagner et la coupe, ça va revenir à la Côte d'Ivoire. Des pasteurs ont fait des veillées de prière, des imams ont fait des prières et c'est comme ça. Le politique, vous allez voir, c'est mon souhait le plus ardent, lorsque la Côte d'Ivoire va prendre cette coupe, vous allez voir. Chacun va faire des communiqués. Comment est-ce qu'on a aidé la Côte d'Ivoire? Comment on a participé à la victoire? Et c'est comme ça. Donc. Là, vous anticipez déjà sur la victoire finale. On espère que vos vœux seront réalisés. Alors, Laurent Monti, quand vous regardez l'environnement spirituel ou spéculatif, justement, qui entoure chaque étape du parcours des éléphants, on sort, ils gagneront, ils passeront le cap des huitièmes de finale, ensuite les quarts de finale, des prophètes qui sortent, des spiritualistes, d'autres obédiences également qui se signalent. Finalement, on a l'impression que cela réussit plutôt bien aux Ivoiriens. Pour moi, je prends ça avec beaucoup d'amusement parce que je considère que ça fait partie du folklore de la CAN en particulier. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas l'apanage de la CAN. Hein. Quand on regarde par exemple l'euro, on utilise des chats. Vous aimez beaucoup les chats. Il y a des chats parfois, on leur donne, il y a un plat ici, un autre plat. Et puis c'est le plat, ça correspond à chaque équipe. Et puis le plat que le chat va prendre, ce sera le vainqueur. Ça fait partie du folklore des compétitions. Donc moi, je le prends comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en mal de notoriété qui en profitent. Quand on parle des paris sportifs, par exemple, quand on parie que la Côte d'Ivoire va battre le Nigeria, c'est aussi des prédictions. Hein. Donc, pour moi, tout ça, c'est du folklore. C'est ça qui rend aussi la CAN un peu plus intéressante et marrante, quoi. Moi, je ne le prends pas au premier degré. Mais c'est vrai, par exemple, j'ai vu qu'il y a un pasteur qui s'appelle Dieudonné Faye qui a prédit la victoire du coach. Ah, mais lui, c'est complètement planté. Dieudonné Feya. Le pasteur Dieudonné Feya qui a dit que la Côte d'Ivoire allait gagner la coupe d'Afrique. Et ça, il a dit bien avant la compétition. Qui se signale après. Feya et le coach s'appelle Faye, mais bon, je ne sais pas s'ils sont parents. Mais en tous les cas, pour moi, ça fait partie du folklore de la CAN, quoi. Je ne le prends pas au premier degré, même si, voilà, Dieu m'a dit, certains le disent. Après, Dieu dit à l'un que la Côte d'Ivoire va gagner, à l'autre que la Côte d'Ivoire va perdre. Bon, on s'y perd, mais en tous les cas, sur le terrain, les Ivoiriens font des miracles et ça nous plaît. Votre pronostic pour terminer, Nando Dapa? Oh, mais écoutez, voyez, nous avons la CAN, c'est chez nous. La victoire, c'est chez nous. Et la coupe, c'est chez nous. Très bien. Laurent Monti? Moi, je le dis, ça sera 2-0 pour la Côte d'Ivoire. En finale, oui. Face au grand Nigeria de Victor Osimhen. Ok, merci bien. On croise les doigts pour nos pachydermes pour ce dimanche. Ce sera la grande finale, donc la 3e ou la 4e finale de leur histoire, non? Non, d'abord c'est 92, on a eu 2006, 2012, 2015, donc la 5e finale de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. On espère que cela va donc rimer avec une 3e étoile. Et c'est la première fois que le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'affrontent en finale. Tout à fait. Ce sera vraiment inédit. Entre-temps, on va se dire au revoir et merci donc de nous avoir suivis. Merci donc aussi à toute l'équipe technique qui a contribué donc à réaliser cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt.